Alexandrie, une paisible ville de l'État de Virginie, se trouve à moins de 10 km de Washington, la capitale des États-Unis. La plupart de ses habitants travaillant dans de grandes entreprises ou même dans les centres de pouvoir du pays. Une routine qui était courante, prévisible et sûre. Cependant, en 2013 et 2014, une série d'attaques brutales a commencé à se produire dans la maison de certaines personnes. Des personnes, étrangement, toujours pendant l'heure du déjeuner, répétant un crime qui avait eu lieu 10 ans plus tôt, en 2003. Des personnes étaient exécutées à la porte de leur maison. Elles entendaient quelqu'un sonner à la porte, ouvraient et ont été accueillies par des coups de feu. La tranquillité dans la ville a laissé place à la peur. Mais qui était responsable de ces crimes et pourquoi avait-il choisi ces personnes ? Aujourd'hui, bientôt, vous allez découvrir l'affaire du tueur en série d'Alexandrie. Alexandria. Le 5 décembre 2003. Nancy Dunning était en congé et avait prévu un déjeuner avec son mari et un de leurs enfants pendant leur pause au travail. Cependant, elle ne s'est pas présentée. Après avoir essayé de l'appeler plusieurs fois sur son portable ainsi que sur la ligne fixe de la maison sans obtenir de réponse, ils se sont rendus tous les deux à la maison pour vérifier si tout allait bien. À leur arrivée sur place, ils ont trouvé la porte ouverte et Nancy, sans vie, allongée sur le sol du salon, touchée par 3 balles. Nancy est née en 1947, elle avait 56 ans, était mariée, mère de 2 enfants, agente immobilière et chroniqueuse pour l'Alexandria Gazette-Packet. Elle adorait organiser des événements dans la communauté, comme des festivals d'art, en plus d'écrire des articles pour soutenir les commerces locaux. Une femme avec une excellente réputation et aimée de tous. Nancy était appelée par certains la reine de Delray. Delray étant le quartier d'Alexandria où elle vivait, en Virginie, aux États-Unis. Mais alors, pourquoi une femme aussi appréciée qu'elle aurait-elle été exécutée de 3 balles dans sa propre maison ? La scène du crime ne montrait aucun signe d'effraction ou de vol. Le corps n'avait pas été déplacé, rien dans la maison non plus, la personne a simplement sonné à la porte. Nancy a ouvert la porte, il a tiré sur elle et il est parti. Le mari de Nancy, James Dunning, était le shérif de la police locale. Et ce poste a rapidement suscité des soupçons de connexion, pour diverses raisons. La vengeance de quelqu'un arrêté par son équipe, ou même une motivation politique, puisque le poste de shérif dans ce comté était soumis à un vote populaire. En fait, James avait déjà reçu quelques menaces. Quelques mois plus tôt, il avait reçu une lettre menaçant lui et toute sa famille. À cause d'un prisonnier nommé Chris Rock, cet homme n'aurait pas apprécié la façon dont il avait été traité par l'équipe pendant sa détention. La lettre faisait l'objet d'une enquête et l'homme en question était en prison depuis plus d'1 an. Donc, malgré la menace assez suspecte, il ne pouvait pas être celui qui avait commis un tel acte, mais cela pouvait facilement être une menace. São amando dele. Cependant, il y avait une personne qui, même si elle n'était pas sur les lieux du crime au moment des faits, ne pouvait pas être écartée comme suspect. Le mari lui-même, Jacques. Lors des interrogatoires, il ne montrait aucun mécontentement concernant le mariage, et il n'arrivait toujours pas à croire tout ce qui s'était passé. Cependant, certains témoins, membres de la famille et amis, affirmaient que leur mariage n'était pas si parfait que ça. En réalité, les problèmes qu'ils avaient étaient les plus courants pour un couple qui était ensemble depuis plus de 20 ans. Quoi qu'il en soit, depuis l'incident, James a demandé à être suspendu de ses fonctions. Et bien que les raisons n'aient jamais été claires, elles peuvent s'expliquer par le fait de ne pas vouloir s'impliquer dans l'enquête par souci d'éthique. Ou encore la peur que si ce qui est arrivé à Nancy était dû à sa fonction, à sa vie et à ses préoccupations, il pourrait aussi être en danger. Nas investigações, La police a reçu un relevé de carte de crédit de Nancy. Et ils ont découvert que, 45 minutes avant qu'elle ne soit touchée, elle se trouvait dans un supermarché à 2 km de chez elle. Grâce aux caméras de sécurité de l'établissement, ils ont remarqué que, pendant qu'elle faisait des achats de cadeaux de Noël à sa sortie, elle a été suivie par un homme. Avant cela, ce suspect était dans le supermarché.
Il faisait juste des tours, il n'a rien acheté, il semblait l'observer, et il n'est sorti que lorsqu'elle était partie. Cette personne pourrait être la responsable, et même si la police a diffusé les images recueillies, personne n'a été identifié et l'affaire a fini par se refroidir. Mais du fait qu'elle était l'épouse d'un officier, il n'a jamais été classé. 10 ans plus tard, le 11 novembre 2013 et à moins de 3 km de la maison de Nancy, une autre personne a été attaquée et tuée, également devant sa porte. Ronald Franklin Kirby, un homme de 69 ans. Exactement de la même manière et pratiquement à la même heure, à 11h30 du matin avec 3 coups de feu tirés à bout portant, sans aucune preuve de vol ou d'effraction. Ronald était né le 7 janvier 1944 en Australie. Il est décrit comme un excellent père, mari et être humain, très présent dans la vie de tous ceux qui l'entouraient. Ronald était le directeur du département de planification des transports du Conseil des gouvernements métropolitains de Washington depuis 1987. 1987. C'est-à-dire qu'il occupait ce poste depuis plus de 25 ans. Même si ce crime s'est produit 10 ans plus tard, la population comme la police n'ont pas pu s'empêcher de comparer les deux événements comme étant similaires. Et cela est devenu encore plus évident lorsque l'expertise balistique est sortie et qu'il a été constaté qu'il s'agissait du même calibre 22. L'affaire de Nancy, bien qu'elle n'ait jamais été officiellement close, était froide cette année-là, mais maintenant, avec le décès de Ronald, les deux affaires ont commencé à être enquêtées ensemble. Les deux victimes étaient très populaires et connaissaient Nan beaucoup de monde, mais elles faisaient partie de milieux différents et ne se connaissaient même pas. Lorsque la liaison entre les deux affaires a été prouvée, le mari de Nancy, Jacques, a été officiellement écarté comme suspect. Car en plus de ne pas avoir d'arme de calibre 0,22 enregistrée à son nom, il a également été constaté qu'il n'avait aucun lien avec Ronald. Cependant, je pense que cela ne suffit pas à lui seul pour l'écarter comme suspecte du crime. Ce deuxième criminel aurait tout simplement pu, par exemple, copier les actes survenus en 2003 et, malgré cela, être responsable de la mort de l'épouse. Mais enfin, encore une fois, la police est restée sans piste et, malheureusement, 3 mois plus tard, l'inattendu s'est produit. Le 6 février 2014, une autre personne a été attaquée exactement de la même manière. Rutan Miller Lodato a été attaqué avec 5 coups de feu d'une arme de calibre 0,22 à la porte de sa maison à 11h30 du matin. Elle est née le 20 juin 1954, avait 59 ans et était mère de 3 enfants. Professeure de musique, également très connue dans la région, elle était décrite par beaucoup comme une femme gentille, qui aimait jouer du piano et donner des cours aux enfants. Malgré les similitudes avec les 2 crimes précédents, cette affaire en particulier présentait des détails différents. En plus d'avoir été touchée par 5 balles et non 3, Rutan n'était pas seule à la maison. Sa mère et la garde-malade de sa mère, Janet Franco, se trouvaient dans la maison ce matin-là. Le criminel ne s'attendait pas à la présence de ces tierces personnes et, surpris, il a tiré en direction de la garde-malade, la touchant au bras gauche, puis il s'est enfui immédiatement après. Janet n'a pas été grièvement blessée, elle a donc pu le décrire clairement. Et elle a indiqué que l'homme était blanc, mince, grisonnant, semblait avoir environ 50 ans, avait les yeux noirs, les cheveux ébouriffés et une longue barbe. La police a réalisé un portrait robot et a diffusé l'image auprès de la population. Les 3 victimes n'avaient pas d'ennemis déclarés, ni aucune raison apparente pour que cela leur arrive. Mais quelle qu'en soit la raison, la police savait désormais qu'ils étaient à la recherche d'un tueur en série. Après la diffusion du portrait robot et les soupçons qui relièrent les victimes, la police a reçu quelques indices et pistes. Et l'une d'elles les a menés à un homme nommé Charles Stenard Severance. Son apparence physique, étant blanc, mince, avec des cheveux gris et une longue barbe, correspondait parfaitement à l'image du portrait robot.
Charles vivait avec sa petite amie dans une ville à 64 km d'Alexandrie, l'endroit où tous les crimes ont eu lieu. Le policier qui s'y est rendu, malheureusement, n'a trouvé personne à la maison. Mais il a laissé une carte de visite et un mot sur la porte, indiquant qu'il cherchait Charles et lui demandait de se rendre au commissariat. Maintenant, laissez-moi ouvrir une parenthèse ici, parce que je dois commenter autre chose. Quel genre de policier, en cherchant un suspect, un possible tueur en série, laisse un mot sur la porte disant « Nous devons vous parler ?» C'est étrange, mais est-ce vraiment ce qui s'est passé ? Charles, quant à lui, a évidemment appris, à cause de ce mot, que la police essayait de le contacter. Et ce qu'il a fait, on peut vraiment considérer ça comme incroyable. Il s'est rendu à l'ambassade de Russie à Washington pour demander l'asile, en affirmant sans aucune preuve qu'il était persécuté par la ville d'Alexandria. L'ambassade a refusé la demande. Charles, bien que méfiant face à cette attitude, l'ambassade russe a finalement informé les autorités locales de ce qui s'était passé. Avec cette attitude qui éveillait clairement plus de soupçons contre lui, puisque celui qui n'a rien à se reprocher n'a rien à craindre. La police a réussi à émettre un mandat de perquisition et de saisie à son adresse. Dans le logement, cette fois, il n'y avait que sa petite amie. Elle a dit que Charles était sorti sans savoir où il était allé. Lors de l'inspection de la maison, aucune preuve n'a été trouvée pouvant le relier directement au crime. Cependant, la police a trouvé quelque chose de très suspect. Des douilles d'armes calibre 0,22 compatibles avec celles utilisées dans les 3 crimes. Le 13 mars 2014, un mois et une semaine après le crime contre la dernière victime, Charles a été localisé dans un motel bon marché en Virginie occidentale. Comme ils n'ont pas trouvé l'arme dans la maison, la police s'était préparée à une éventuelle réaction de sa part. Mais lorsqu'il a été capturé, il n'a opposé aucune résistance et aucune arme n'a été trouvée sur lui. Charles est né le 25 septembre 1960, il avait 53 ans, il était diplômé en ingénierie mécanique, mais c'était un homme peu engagé envers ses responsabilités. Il n'arrivait pas à garder un emploi très longtemps, ses relations n'étaient pas durables, il vivait avec l'aide des allocations gouvernementales dans un appartement d'une pièce. Mais malgré tout cela, il a eu le courage de se présenter à la mairie de la ville d'Alexandrie. Mais la population ne l'a jamais pris au sérieux. Lors de l'un de ces débats ouverts au public, il s'est mis à courir avec un drapeau des États-Unis, et, lors d'un autre, il est même allé jusqu'à pousser un citoyen. Charles a été ridiculisé pendant toute la campagne. Dans la chambre de motel où il a été arrêté, la police a trouvé un carnet où il notait ses commentaires. Des pensées critiquant la police locale et le gouvernement, toutes très éloignées de la réalité et un peu délirantes. Il y avait même un poème, je ne sais même pas si on peut appeler ça un poème, car c'était plutôt des mots éparpillés qui disaient en frapper, parler, entrer, tuer, sortir, assassiner. En approfondissant les recherches sur le passé de Charles, on a découvert qu'au début des années 2000, il avait été impliqué dans une bataille pour la garde d'un enfant qu'il avait eu avec une femme. Dans l'une de ces brèves relations, en plus de perdre le procès, la justice a décidé qu'il ne devait avoir aucun contact avec l'enfant. Il a été très bouleversé et, en conséquence, il a passé des années à ruminer cela en lui-même, et il n'a pas réussi à surmonter la situation. Il se confiait à des connaissances en disant que c'était la faute des agents d'Alexandrie. En revenant aux victimes, la police a réussi à remarquer quelque chose qui les reliait au suspect. Nancy était l'épouse du commissaire, qui avait exécuté les ordres judiciaires concernant la garde du fils de Charles. Rutan était la sœur et la fille de juges à la retraite, dont l'un était responsable de la décision du tribunal. Quant à Ronald, qui, bien qu'il n'ait pas de lien direct avec son affaire, était employé dans le secteur gouvernemental qui a exécuté la décision judiciaire. Autrement dit, ce que Charles faisait, c'était se venger d'un membre de la famille pour un autre. Bien qu'il n'ait pas trouvé d'armes, la police avait la preuve des balles dans la maison, ainsi que des écrits dans ses cahiers. Et ces liens entre les victimes et les personnes qui ont fait partie de son procès. Ainsi, Charles a été inculpé et le juge a ordonné qu'il soit jugé dans un autre comté, le comté de Fairfax, en Virginie.
car il serait très difficile de trouver un juge impartial dans la ville d'Alexandria, donnant ainsi à Charles le droit d'avoir un procès plus équitable. Le 23 avril 2015, un peu plus d'1 an après son arrestation, il y a eu une audience préliminaire où les avocats de la défense voulaient que Charles soit jugé pour le crime de Nancy, séparément des autres, puisque celui-ci avait eu lieu une décennie plus tôt. Mais la juge n'a pas accepté, estimant que, quel que soit l'intervalle de temps entre les crimes, ils semblaient tous être liés. Déjà pendant le procès, où Charles s'est déclaré innocent de toutes les accusations, son avocat a cité les écrits retrouvés dans le motel. Il a dit que, même s'ils incitaient à la violence ou critiquaient la police, aucun d'entre eux ne mentionnait directement le nom d'aucune des victimes. Et, en effet, l'enquêteur chargé de l'affaire l'a confirmé. Cependant, il a réitéré qu'il existait des notes spécifiques sur la manière dont les crimes avaient été commis. Comme l'heure, toujours vers 11h30 du matin, et la façon de surprendre les victimes à la porte de leur propre maison. Après 13 heures de délibération du jury, ils sont parvenus à un verdict. Charles a été reconnu coupable de toutes les accusations. Il a été condamné à 3 peines de prison à perpétuité, plus 48 ans sans possibilité de libération conditionnelle. Et en plus 400 000 $ d'amende à verser à la famille des victimes. Que personnellement, je crois qu'il ne perdra jamais, puisqu'il vivait grâce à l'aide du gouvernement. En 2017, il a fait appel devant la Cour d'appel de Virginie. Son avocat a affirmé qu'il était innocent et qu'il souffrait de schizophrénie paranoïde. Une expertise psychiatrique a été demandée par l'État, qui a finalement publié un rapport indiquant qu'il ne souffre d'aucune maladie. Le recours a été rejeté et Charles, aujourd'hui âgé d'environ 65 ans, reste en prison.